Voilà, en attendant, c'est mieux. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, pour l'introduction. Et puis, merci beaucoup ça va voilà, au Collège marocain de fertilité pour leur invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici à Rabat, de retrouver d'anciens collègues, d'en rencontrer de nouveaux. C'est un véritable bonheur. Donc, je vais vous parler d'hormones antimullériennes. Bon, vous connaissez, j'imagine, donc ce sera un rappel des indications cliniques de son utilisation, mais je vais surtout insister sur des éléments éventuellement intrinsèques et extrinsèques qui peuvent interférer avec le dosage et dont il peut être intéressant de tenir compte dans l'interprétation. Ce sera également certaines situations d'endocrinologie de reproduction qui pourront aussi parfois donner des résultats faussement inquiétants éventuellement. Et puis en fin d'exposé, je voudrais aborder la question de l'association ou non avec la fécondabilité en dehors de tout contexte d'infertilité, donc pour des couples qui essayent de concevoir spontanément. La question ou non de l'association de l'hormone antimullérienne à l'aneuploïdie. Et puis, on a déjà vu ce matin des indications, évidemment, de mesure de l'AMH dans des contextes à risque d'insuffisance ovarienne prématurée, onco ou non onco. Alors, vous le savez tous, l'hormone antimullérienne est un des marqueurs les plus robustes de la réserve ovarienne. C'est une glycoprotéine qui est sécrétée par les cellules de la granulosa des petits follicules primaires, secondaires et des petits follicules antraux. Et c'est donc un marqueur des tout premiers stades de la folliculogénèse et donc probablement le marqueur le plus proxy de la réserve ovarienne conceptuelle, c'est-à-dire le pool de follicules primordiaux pour lequel il n'existe pas actuellement de marqueurs spécifiques. Comme vous le savez également, actuellement, tant l'hormone antimullérienne que le compte folliculaire antral ont montré leur supériorité par rapport à d'autres marqueurs de la réserve ovarienne. Et donc, actuellement, on considère, et l'ESHRE recommande d'ailleurs, de n'utiliser que ceci pour la prédiction d'une réponse à la stimulation ovarienne avant fécondation in vitro, permettant donc d'adapter évidemment les traitements de stimulation ovarienne. Alors, l'hormone antimullérienne est très facilement accessible et elle est stable au cours du cycle menstruel. Plusieurs équipes l'ont mis en évidence, dont la nôtre, il y a déjà plus de 10 ans. Et plus récemment, on a quand même pu mettre en évidence des petites diminutions du taux d'hormone antimullérienne juste en début de phase lutéale, surtout pour les patientes les plus jeunes d'ailleurs, mais sans relevance clinique. Et donc, le message à retenir, c'est qu'on peut vraiment doser l'hormone antimullérienne à n'importe quel moment du cycle. Alors, j'aime bien cette représentation qui est une modélisation des taux d'hormone antimullérienne chez les femmes pendant l'enfance et la vie reproductive jusqu'à la ménopause, parce qu'elle vous permet vraiment de bien comprendre certaines problématiques qu'on a dans l'interprétation des valeurs d'AMH. Et comme vous voyez, les taux d'AMH vont monter pendant l'enfance pour culminer vers 24 ans et redescendre ensuite pour devenir indétectable quelques années avant la ménopause. Donc, par rapport à la ménopause, c'est un des marqueurs les plus précoces, donc ça va devenir indétectable avant la montée même de la FSH. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que dans les années de reproduction, comme vous voyez, il y a des intervalles de confiance extrêmement larges pour des patientes du même âge. Ce que vous devez aussi noter, parce que ça aura son importance en fin d'exposé, mais c'est que des patientes qui sont sur des percentiles bas peuvent rester sur un percentile bas jusque très tard dans leur vie reproductive. Alors, vous le savez, il y a une excellente corrélation entre l'hormone antimullérienne et le compte folliculaire antral, qui permet de prédire à la fois des patientes avec une réponse plutôt défavorable à une stimulation ovarienne et des patientes qui sont attendues comme étant hyper répondeuses. Et ça permet évidemment d'individualiser les schémas de stimulation ovarienne. Il y a une série d'algorithmes qui ont été
développée, que vous connaissez également. Et donc, on va adapter les schémas de traitement, les doses de démarrage pour essayer d'éviter les abandons de cycle et optimiser le recueil ovocytaire d'une part, et d'autre part, prendre des mesures préventives pour éviter le syndrome d'hyperstimulation ovarienne sévère. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on cherche encore et on n'a toujours pas de consensus actuellement sur les valeurs de cutoff. On peut d'ailleurs se poser la question de l'intérêt d'un cutoff pour des variables biologiques continues, mais on aime bien travailler avec des cutoffs, c'est facile. Et vous savez, pour les mauvaises répondeuses, les cutoffs d'AMH sont différents selon les critères de Bologne et de Poséidon, même si ça reste en gros dans le même range. Et pour les réponses élevées, on a des cutoffs d'AMH, si on l'exprime en nanogrammes par ml, de 3,4 à 5 nanogrammes par ml environ. Et ça, pourquoi? Parce que au cours du temps, il y a plusieurs essais qui ont été développés avec des coefficients de variation intra et inter-essais extrêmement différents, jusqu'aux essais automatisés qui sont Elexis et Access, qui sont les plus utilisés pour l'instant, qui ont moins de variations intra-intéressés, mais qui n'ont pas été calibrés avec les mêmes étalons. Et donc, on a systématiquement, si on dose chez une même patiente l'AMH avec l'essai Access, on aura systématiquement des valeurs 10% plus élevées que les valeurs de l'essai Elexis. Donc, il y a vraiment une nécessité de standardiser, évidemment, et de calibrer les différents essais avec de la même façon pour qu'on puisse parler le même langage. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer les taux d'AMH circulant? Mais le tabagisme actif, ça a été déjà démontré il y a une dizaine d'années, qui va significativement diminuer les taux d'AMH. On a pu montrer que les ex-fumeuses, par contre, on n'a plus d'influence sur le taux d'AMH. Et l'utilisation de contraception, ceci c'est la contraception orale contraceptive œstroprogestative, qui peut diminuer les taux d'AMH de 25 jusque même 50%. Ça a été revu récemment par Scott Nelson, mais qui montre que la contraception œstroprogestative, que ce soit par voie l'ano-vaginale ou la pilule, a un impact significatif sur les valeurs d'hormones antimullériennes, l'implant également, la contraception progestative seule orale aussi dans une moindre mesure. Il n'y a pas d'impact du dispositif intra-utérin au cuivre et du dispositif intra-utérin hormonal. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont les contraceptions qui vont avoir l'impact le plus important au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui vont avoir également, par une inhibition prolongée de cet axe, un effet sur les taux circulants d'AMH. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est surtout les patientes qui sont dans les percentiles les plus bas qui vont être le plus impactées. Alors, il y a une série de situations où on veut avoir une valeur plus spécifique de l'hormone antimullérienne. Donc, combien de temps est-ce qu'on doit attendre pour doser l'hormone antimullérienne pour des patientes sous contraception? Eh bien, c'est un minimum de 2 mois pour avoir des valeurs qui retournent à la valeur de base. Alors évidemment, dans la pratique clinique, c'est peut-être pas toujours le cas au Maroc, mais c'est probablement peut-être pour des patientes endométriotiques qui peuvent être sous contraception en continu, ça peut avoir un intérêt. Dans notre pratique clinique, pour les candidates donneuses d'ovocytes, bien entendu, pour les couples candidats à un diagnostic génétique préimplantatoire qui sont fertiles et qui veulent éviter d'avoir une grossesse, on a évidemment envie d'avoir une évaluation de l'hormone antimullérienne correcte. Après, on peut vraiment discuter de risque-bénéfice d'arrêter une contraception et d'être éventuellement confronté à une grossesse non désirée plutôt que de tenir compte de la contraception dans le dosage. Alors le BMI, on a pas mal d'études qui ont montré un effet négatif, donc une corrélation négative du BMI sur
le taux circulant d'hormones antimullériennes. Et en fait, cette étude-ci a repris en 2022 de Jacqueline Claus toutes les études sur le sujet, et vous voyez que ça n'est pas si clair que ça. Et quand on stratifie les études qui ont considéré des patientes avec ovaires micropolykystiques ou sans ovaires micropolykystiques, il y a manifestement des différences également. Donc, pour les patientes sans ovaires micropolykystiques, la plupart des études ne montraient pas de corrélation. 4 études montraient une corrélation négative, mais des sous-groupes de cette étude montraient l'absence de corrélation. Donc, franchement, plutôt, si on reprend la majorité des patientes, il n'y a pas de corrélation. Pour les patientes avec ovaires micropolykystiques, la seule étude qui montrait une corrélation positive, il y avait un très faible nombre de patientes, et la grande majorité des patientes, par contre, montraient une corrélation négative. Donc, il y a probablement un impact négatif du BMI dans certaines circonstances, en particulier chez les patientes avec ovaires micropolykystiques. L'origine ethnique, de nouveau, des différences dans les études. Il y a une série d'études qui montrent que les taux d'hormones antimullériennes, il faut noter que ce sont des études qui ont été faites aux États-Unis, et que les taux d'hormones antimullériennes tendent à être plus élevés chez des patientes caucasiennes, d'origine caucasienne, que chez des patientes afro-américaines ou originaires d'Amérique latine. Et que par contre, quand on évaluait l'ethnicité sur base de marqueurs génétiques ancestraux, on voyait que ça n'avait pas d'impact sur les taux d'AMH, et donc probablement que les variations qui ont été décrites par rapport à l'ethnicité étaient plus relatives à des différences peut-être culturelles et d'alimentation, d'habitudes, d'hygiène de vie et voilà. Alors, est-ce que des troubles de l'ovulation vont impacter les taux d'AMH? Bien entendu, les patientes avec des ovaires micropolykystiques, vous le savez, ont des taux d'AMH élevés. Depuis très longtemps, et c'est surtout, plusieurs équipes demandent à ce que ce taux d'hormones antimullériennes soit intégré comme critère diagnostic éventuel des ovaires, de la morphologie polykystique ovarienne. Et c'est le cas depuis peu, donc, puisque les guidelines concernant les ovaires micropolykystiques ont été revus et publiés le mois dernier. Et l'hormone antimullérienne peut maintenant être utilisée pour définir la morphologie des ovaires polykystiques. Avec la petite précision toutefois que les laboratoires sont censés nous fournir des normes pour une population donnée et selon, de nouveau, l'immunoessai qui va être utilisé. Donc, il n'y a pas de consensus sur des valeurs cut-off. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées sur le sujet, avec des études parfois extrêmement bien faites, avec des cohortes de départ et puis de validation, sans avoir un réel consensus. Et honnêtement, dans la vie pratique, on va quand même, comme gynéco et comme médecin de la fertilité, inévitablement faire une échographie endovaginale à nos patientes, et donc voilà, ceci aura sans doute peu d'intérêt pour des patientes qui sont dans un parcours de procréation assistée. Mais pour des patientes éventuellement en dehors de tout contexte d'infertilité, dans un contexte où on n'a pas d'accès facile à l'échographie, ça peut être utile. Alors, pour les patientes avec des aménorrhées hypothalamiques fonctionnelles, de façon générale, les taux d'hormones antimullériennes sont assez comparables à des patientes normo-ovulatoires. Pour les patientes en insuffisance ovarienne prématurée, débutante ou avérée, les taux seront évidemment beaucoup plus bas. Et c'est intéressant de noter que dans certains cas de figure d'hypogonadisme hypogonadotrope, en particulier pour les formes congénitales qui sont extrêmement rares, mais on va avoir des taux extrêmement bas d'hormones antimullériennes, et qui, alors que le pronostic au final sera tout à fait bon, donc on peut être faussement inquiété par des taux très bas. C'est une signature aussi de nouveau d'un effet, une inhibition profonde de l'axe hypothalamo-hypophysaire,
Et donc, il faut parfois se donner le temps vraiment de primer, où ce sont des stimulations qui peuvent prendre du temps, mais où, au final, on peut avoir quand même un pronostic assez favorable. Alors, je vous ai dit que l'hormone antimullérienne devenait indétectable quelques années avant la ménopause, et donc il y a eu beaucoup de publications qui se sont intéressées à l'hormone antimullérienne comme marqueur prédictif de l'âge à la ménopause. Ça aurait été évidemment génial, ça nous aurait permis de pouvoir conseiller des jeunes patientes sur leur durée de vie reproductive et de pouvoir planifier la construction de leur famille de façon la plus adéquate possible. Et de fait, les grandes études de cohorte maintenant ont montré qu'un taux d'AMH bas pour l'âge était associé à un âge plus jeune à la ménopause. Par contre, un taux élevé d'AMH pour l'âge était associé inversement à un âge à la ménopause un petit peu plus tardif. Mais par contre, au niveau individuel, il y a des intervalles de prédiction qui sont extrêmement larges. Et donc, d'un point de vue purement pratico-pratique, on ne peut pas, sur base d'un dosage d'AMH pour une femme jeune, pouvoir prédire l'âge de sa ménopause, y compris si elle a donc des taux particulièrement bas. Alors venons-en maintenant à l'association potentielle entre les taux d'AMH circulants et la fécondabilité. Donc la probabilité de grossesse dans un délai donné en dehors, on est ici en dehors, je dis bien, de tout contexte d'infertilité. Donc il s'agit de patientes qui cherchent à avoir une conception spontanée. Et on a une série d'études que j'ai toutes regroupées ici. Vous voyez que ça regroupe quand même plus ou moins 1000 patientes. Et donc, où on regarde le délai de conception ou bien la probabilité de conception pour un temps donné. Et toutes ces études ont les mêmes conclusions. La probabilité de grossesse spontanée est tout à fait comparable, que l'AMH soit dans les percentiles les plus bas par rapport au percentile moyen ou plus élevé. En d'autres termes, avoir une AMH basse ne diminue pas la probabilité de grossesse spontanée en dehors de toute pathologie qui pourrait impacter la fertilité. Et nous avons fait une étude, on a repris comme modèle des inséminations intra-utérines avec sperme de donneur, donc on savait que le sperme était fertile, on a vérifié la perméabilité tubaire, et c'était des patientes avec des cycles réguliers ovulatoires, donc on avait exclu toutes les causes connues, on va dire, d'infertilité, et on a regardé en étude rétrospective les taux cumulatifs de grossesse pour 589 patientes en insémination intra-utérine avec sperme de donneur. Et vous voyez que quand on stratifie pour l'âge, comme attendu, les patientes les plus jeunes ont des taux significativement plus élevés de taux de naissance vivante cumulés sur maximum 6 essais. Quand on stratifie les mêmes patientes en fonction de leur AMH inférieur ou supérieur à 1, la différence est absolument non significative. Donc ça, on va soumettre ce papier prochainement. Donc ça rejoint les études déjà publiées précédemment. Alors, autre question, est-ce que les taux circulants d'AMH sont associés à de l'aneuploïdie ovocytaire? Et donc, les résultats sont plus controversés. Vous voyez que dans cette étude publiée en 2021 de JASWA, les taux d'aneuploïdie par blastocyste, ce sont des patients qui faisaient donc du screening génétique préimplantatoire, donc recherche d'aneuploïdie. Et vous voyez que les taux d'aneuploïdie étaient plus élevés ici chez les patientes avec une réserve ovarienne diminuée comparée aux patientes avec une réserve ovarienne normale. De la même façon, en revoyant les données américaines de 2014 à 2016 et qui incluaient plus de 10 000 cycles de screening génétique préimplantatoire, l'AMH s'est avéré être un marqueur indépendant significatif, prédictif pour l'obtention d'au moins un embryon euploïde, quel que soit l'âge. Par contre, une fois qu'on obtenait un blastocyste, eh bien, ce n'était pas prédictif de la naissance vivante. Et puis, inversement, une série d'études ont montré
une absence totale de différence entre les percentiles les plus bas ou les valeurs les plus basses d'AMH et les valeurs les plus élevées dans le taux d'aneuploïdie, des études avec quand même des nombres significatifs de patients, dont une qui incluait des patientes à la fois fertiles et infertiles. Fertiles, c'est-à-dire qui demandaient un diagnostic génétique préimplantatoire pour des maladies monogéniques. Donc, on ne peut pas encore tirer de conclusion claire sur le sujet. Alors, pour terminer, vous savez que l'hormone antimullérienne, on en a parlé ce matin, est un marqueur peut prédire une insuffisance ovarienne prématurée dans des patientes à risque, et en particulier en oncofertilité. C'est extrêmement utile dans les études pour pouvoir aussi évaluer la gonadotoxicité de certains traitements. Donc ici, c'est 2 études qui évaluent le type de traitement et l'administration du traitement. Ça, c'était l'étude de Christine de Canter, et ça, c'est l'étude de notre groupe d'Isabelle de Mestereux sur des patientes avec des lymphomes. Et donc, on peut vraiment personnaliser la préservation de fertilité, le counseling sur base de ce genre d'études. Et puis, on en a parlé ce matin aussi, la préservation de fertilité ne s'adresse plus seulement à des patientes oncologiques, mais aussi à une série de pathologies bénignes, endométriose, des risques génétiques d'insuffisance ovarienne prématurée, entre autres. Donc, pour terminer, les take-home messages. Donc, l'hormone antimullérienne est un marqueur très fiable de la réserve ovarienne et peut certainement être utilisé pour prédire les réponses à la stimulation ovarienne. C'est important, on n'a pas de cut-off précis, donc vous devez évaluer vos propres cut-off avec votre laboratoire, et tant qu'on n'aura pas une calibration internationale des différents essais, on n'aura pas de valeur cut-off. Vous avez vu qu'il faut tenir compte, bien entendu, de l'âge des patientes, mais aussi de leur prise de contraception, du tabagisme actif, probablement du BMI pour des patientes avec ovaires micropolykystiques qui peuvent interférer avec les taux circulants d'AMH. C'est repris maintenant pour pouvoir vraiment remplacer l'échographie dans la définition de la morphologie polykystique ovarienne chez les adultes. On sait que des cohortes de patientes sur les percentiles les plus bas d'AMH auront tendance à être ménopausées plus tôt, mais rien ne permet de prédire pour une valeur donnée l'âge de la ménopause d'une patiente spécifique, donc on ne peut pas l'utiliser comme un marqueur individuel de la ménopause. L'AMH n'est pas un marqueur fiable de la fécondabilité, et donc plus d'études sont encore nécessaires pour clarifier la relation entre les taux d'AMH et l'aneuploïdie. Et bien entendu, l'hormone antimullérienne est très utile pour l'évaluation de la gonadotoxicité des traitements et pour le counseling des patientes en vue d'une préservation de fertilité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oups, et voilà ma petite équipe à Bruxelles.